Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler du piège que l'on trouve aujourd'hui à gauche, le piège de la bourgeoisie, qui est l'intersectionnalité. Alors on va me dire, pourquoi je dis ça? Tu es un vilain riac. Attendez. L'intersectionnalité, c'est la vision selon laquelle on doit croiser les systèmes d'oppression. Selon la classe, le genre, la race, la sexualité. Je suis désolé, mais ça, ce n'est pas marxiste. Un marxiste s'intéresse avant tout à la classe sociale et au rapport de production. La question intersectionnelle pourrait, à titre individuel, être intéressante pour étudier des cas individuels, pour, pour savoir quels ont été les déterminismes sociaux sur la vie d'un individu éventuellement. Seulement, ce n'est pas un modèle qui est si généralisable que ça. Et en voulant mettre sur en voulant réhabiliter la race, par exemple, vous comprenez les dangers de ce genre de discours. On donne une existence, celui de donner une existence à un concept non seulement archaïque, dépassé, mais particulièrement abject, divisant l'humanité selon la couleur de peau ou l'ethnie. Chose qu'on était censé avoir à gauche bannie complètement, sur laquelle on est censé être combatif envers ça. À gauche, on est censé bannir cette vision-là qui consiste à découper l'humanité en races. Normalement, on est censé être universaliste, que ne sont pas les organisations. Ils font des classifications. Ils les font pas à titre malveillant, a priori, mais à titre de lutter contre des discriminations racistes. Le problème, c'est que quand ils sont dans cet engrenage-là, ils ont tendance à voir le monde à travers les yeux de leur adversaire raciste. Et vous comprenez le danger de cette vision. Avec la notion de racisé et de blanc versus blanc, au lieu d'amener les gens à une unité, à une concorde, à une harmonie, à voir en autrui son frère en humanité, vous comprenez que ça n'amène plus discorde et discrimination qu'autre chose, préjugés et discrimination qu'autre chose. Piège de la race. La question du genre. Question du genre qui par ailleurs sur la question a tendance à vouloir effacer la question du sexe ou à opposer hommes et femmes. Une position absurde, les deux n'étant pas ennemis. Et la vision normalement féministe classique est de considérer que l'on doit se battre contre la misogynie, défendre les droits des femmes, pas combattre les hommes, mais combattre la misogynie. Pas être misandre, mais ne pas être misogyne. Défendre l'égalité et non la suprématie. Défendre une vision de concorde, une vision d'égalité, de respect de la personne humaine, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son ethnie. Ce prisme-là, en voulant montrer une catégorie ethnique ou sexuelle, en l'occurrence, on n'a pas comme une classe sociale en mettant les mêmes antagonismes est problématique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et on peut encore parler de l'orientation sexuelle aussi. On a parlé du genre, comme ils disent, mais le prisme, l'intersectionnalité concerne le prisme de je déteste ce mot, de la race,
mot détestable s'il en est, du genre, mot absurde s'il en est, et de l'orientation sexuelle. Comprenez que ces notions-là sont absurdes. Considérer que hétérosexuels et homosexuels sont ennemis est tout à fait absurde. Par ailleurs, disons que pour une personne hétérosexuelle, personne de son sexe qui est homosexuel, ça fait un petit peu moins de concurrence. Donc pas tellement de l'hostilité de ce côté-là. Dans le rapport, respectif aux hommes et aux femmes, suivant. Voilà, c'est. Y voir de l'antagonisme est ridicule. C'est pour ça qu'une personne sensée, parmi les hétérosexuels, n'est nullement homophobe. Et présupposer, comme le fait un intersectionnel, qu'il y a un hétéropatriarcat, peut être assez faux. Il y a des individus violents et homophobes. Parfois, il y a même parmi eux des homosexuels refoulés. Ou des intégristes religieux. Ce genre de choses. Mais vous présupposez que toutes les personnes seraient systématiquement comme ça parce qu'il y aurait un système de domination. Je suis désolé. Pour ce qui est du patriarcat, c'est autre chose. Il y a eu des lois discriminatoires envers les femmes. Mais il y a eu des progrès qui ont été faits. Heureusement. Heureusement. Il y a encore des lois, sûrement, sur un certain nombre de points qui doivent être faits. Mais dire que c'est la faute des hommes qui seraient politiquement ou économiquement organisés dans ce sens-là est tout simplement faux. Les hommes, il n'y a pas de solidarité masculine contre les femmes. Il existe des groupuscules masculinistes qui s'entraident, et qui sont extrêmement minoritaires, vis-à-vis des groupes féministes qui, eux, sont très nombreux. D'ailleurs, dans le féminisme, il y a des courants multiples qui, parfois, ont des antagonismes notoires. Comprenez que cette vision autour de la sexualité frise le ridicule. Et on pose le problème aussi de le rapport entre vie publique et vie privée. Puisque introduire ces domaines dans la vie politique peut poser ce problème-là, de mêler vie privée et vie publique de façon aussi invasive et dangereuse en termes, vous comprenez les dérives en termes de diffamation. On peut très bien accuser des gens de les pires turpitudes si on fait entrer dans la politique des questions qui sont de l'ordre de la sexualité. Et si on y met des préjugés pour remplacer d'autres préjugés, ça n'arrange pas les choses. Normalement, une personne féministe est censée être anti-sexiste. Pas inverser le sexisme dans l'autre sens. Idem pour le racisme. Idem pour les racismes, je défends moi, en ce qui me concerne, un antiracisme universaliste. Celui qui considère que les humains vont au-delà des couleurs. Pas qu'il faille établir un système de classification de couleurs de peau, entre blanc et non blanc, pour une soi-disant justice raciale. Les problèmes de racisme étant essentiellement une stratégie de division de la classe ouvrière par les capitalistes. Une stratégie pour faire en sorte que les pauvres se battent contre eux. Voilà une des raisons, non seulement pourquoi il faut combattre le racisme, non seulement parce qu'il est en lui-même abject, mais aussi parce qu'il nourrit des oppositions internes au prolétariat qui l'empêchent d'avancer dans la lutte de classe. Provoquer les pires divisions dans le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. C'est la merde parce que on estime qu'une catégorie d'individus serait intrinsèquement responsable des problèmes d'une autre.
Ce raisonnement ne s'applique pas à ce que vous appelez race, genre, sexualité. C'est ridicule. Cette théorie des dominations est ridicule. La seule catégorie sociologique valable pour analyser concrètement la politique, c'est celle de classe sociale. Elle implique le droit et l'économie, de s'intéresser à la superstructure et à l'infrastructure. La superstructure, c'est l'appareil d'État, les institutions politiques, la justice, le droit, la superstructure. L'infrastructure, c'est l'économique, le social, les services publics, les, la, la santé, l'éducation, l'industrie, l'agriculture, le commerce. Ce genre de questions-là. Ce genre de questions, comment on répartit la richesse, les services, les biens et les services. Comment s'organisent les choses de ce point de vue-là. Et nous, d'un point de vue marxiste, on a cette analyse-là, une analyse de classe, une analyse matérialiste, qui ne se base pas sur l'identité des individus, mais sur leur place dans l'appareil de production et dans les institutions. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse rationnelle, qui se base sur des éléments objectifs et non pas sur du subjectivisme. Voilà pourquoi je refuse l'intersectionnalité. Je m'intéresse à sur quoi on peut jouer en politique sur l'économie et le droit. Je ne suis pas un expert en économie, je ne suis pas un expert en droit. Mais ce qui m'intéresse est de l'ordre du droit et de l'économie. Très clair. Les enjeux politiques sont là. L'infrastructure et la superstructure et l'infrastructure. Droit et économie. Comment sont faites les lois? Comment le pouvoir est redistribué? Comment les richesses sont redistribuées? Comment sont réparties les richesses? Comment le pouvoir fonctionne? Le pouvoir politique. Le vocabulaire marxiste ne parle pas tant que ça de domination. Il en parle, certes, mais il ne voit pas des dominations partout, mais il voit surtout de l'exploitation. Il voit à travers le prisme des exploités contre les exploiteurs. Par ailleurs, j'ajoute que la vision qui consiste à voir des dominants partout et de dominer partout, typiquement anarchiste, fait que, en fait, en voulant les voir partout, on les voit plus nulle part. Et c'est typique des théories des constructivistes, ça. C'est typique des théories des constructivistes de type, par exemple, de Derrida. Derrida, son ambition, c'était qu'il faille déconstruire l'homme blanc occidental qui mange de la viande, donc qui opprime les femmes et les animaux et les mondes non occidentaux. Et que tout ce qui est de l'ordre de cela, c'est le carno-phallogocentrisme. Domination de l'homme sur la femme, du blanc sur le non-blanc et de l'homme sur l'animal. Cette vision-là, qui unifie ces trois choses, elle n'a rien de sérieux. Est-ce que c'est si simple que ça? Non. Par ailleurs, l'être humain est une espèce qui a besoin de viande pour se nourrir, qui est omnivore. Donc la question de la domination de l'homme sur l'animal est hors jeu. C'est une question de survie. La question de l'homme et de la femme. Comment vous définissez déjà homme et femme? Est-ce que c'est des catégorisations sociales ou biologiques? Parce qu'il y a certains individus qui sont des idéologues du genre qui disent que ce n'est pas biologique, mais un ressenti. Oui, c'est pas très matérialiste. Pas très matérialiste. Du coup, quelqu'un qui a un pénis, mais qui se sent femme, est une femme selon vous? Et du coup, quelqu'un qui a un pénis, qui se sent femme et qui va, disons, avoir des comportements déplacés envers une femme qui se sent homme, qui est sexiste. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Le blanc sur le noir. Est-ce que c'est pas plutôt le colon? Et en l'occurrence, lorsqu'il y avait des pays occidentaux qui dominaient des pays du tiers-monde, les pays colonisés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique,
qui est-ce qui en profitait? Ce n'est pas le paysan qui était exploité lui-même par ses seigneurs ou par sa propre bourgeoisie, suivant l'époque, si par son aristocratie ou sa bourgeoisie. Mais en revanche, le marchand d'esclaves qui lui avait été plein aux as, ou le seigneur qui lui avait du pognon à placer dedans ces genres de compagnie, de ce genre de trafic. Et non pas le pauvre gars qui lui certes était occidentaux, mais pas un bourgeois, exploiteur. Pareil, on peut très bien mettre en avant l'existence de la traite dans le monde intra-africain, ou dans le monde maghrébin, ou dans le monde asiatique, sachant que l'esclavage était universel. Ça, c'est compris. J'ajoute aussi que ceux qui disent que suivant Foucault, qui dit que la raison est une forme d'autoritarisme à combattre, et qu'il faut combattre toutes les microdominations, que, par exemple, ceux qui prétendent que les mathématiques seraient blanches, parce que, et donc de l'impérialisme, parce que grec, oublient ce qui a été fait dans le monde chinois et hindou, en termes de mathématiques. Et maya aussi, si on va par là. Donc voilà, enfin, cette vision-là est assez barrée. C'est un genre d'individu-là, de fou, qui voit des dominations partout, sans problématique. Parce que sinon, ça ne signifie plus rien. Sinon. Moi, je m'intéresse à l'économie et au droit. Ce qui fait une classe sociale. Dans le mode de production capitaliste bourgeois, libéral, enfin celui de notre époque, la classe sociale dominante, c'est la bourgeoisie. Elle se caractérise par la propriété privée des moyens de production. En l'occurrence, celle de l'industrie et des moyens de production mobiles. Actuellement, c'est plus vraiment celle on est dans un capitalisme qui n'est plus industriel mais financier. Mais ça reste la bourgeoisie. Sous l'Ancien Régime, la classe dominante, c'était non seulement l'économie, au sujet en ce qui concerne l'aristocratie, la propriété terrienne, la propriété immobilière et non mobilière, et le droit, puisqu'elles avaient des privilèges juridiques, l'aristocratie. Et c'est cette optique-là qu'on a, nous, les gens de gauche à l'ancienne comme moi, c'est s'intéresser à l'économie et au droit. S'intéresser à ce qui crée le pouvoir, au sens réel du terme, durable réel. Et pas sur des mentalités qui sont changeantes, fluides, en fait. Les mentalités sont toujours fluides. Et le capital s'y adapte facilement. Le capital, que vous soyez progressiste ou conservateur, il s'en fout. Il s'en fout tant qu'il peut se faire du pognon sur votre dos, tant qu'il peut vous exploiter, vous dominer, le capital, il le fait. Donc, l'intersectionnalité, ça ne fonctionne pas. Ce genre de discours est passé à gauche par tout ce qui a existé comme marxiste libertaire, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas marxistes mais anarchistes en se revendiquant de Marx. Des gens comme Daniel Guérin. Daniel Guérin était peut-être concerné par ce sujet, il était homosexuel, bisexuel, mais ça ne fait pas la politique. Il est vrai qu'à une époque, dans les milieux de gauche, il y avait des propos qui n'étaient inacceptables autour de l'homosexualité. On pense à l'Union soviétique, qui avait condamné à plusieurs années de travaux forcés l'homosexualité masculine. On pense au fait que, oui, parce que en Union soviétique, à une certaine époque, c'était associé au SA de Ernst Röhm, et donc du coup à de la pédérastie fasciste. À une époque qui est dépassée. Mais une époque, en Union soviétique, c'était considéré... donc on s'imagine que l'Union soviétique, c'était un truc gay-friendly. C'est ridicule. Il n'y a pas cette optique-là. Il y a une optique de classe sociale. Et l'opposition boutelgienne raciale, il faut rappeler que cette chère Boutelja que nos chers intersectionnels aiment à rappeler, au nom de l'antiracisme, est une ancienne soralienne, une rouge-brune. Son anti-jacobinisme primaire est à mourir, et à vomir.
son fameux truc de la République qui serait bourgeoise, non, j'ai déjà démontré dans une vidéo précédente, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est plus compliqué que ça. Certes, il y a la bourgeoisie qui rend son compte, mais elle vient l'aristocratie. Et il y a des éléments de germe du socialisme dans la Révolution française que, que certains détestent. Rappelons aussi certains propos réactionnaires pour Ria Bouteflika, je ne souhaite pas développer. C'est scandaleux, mais ouvrez un peu les yeux là-dessus. Mais cette vision-là qui classe les gens selon des identités, selon des communautés, ce n'est pas du socialisme. C'est l'inverse. En fait, tout ce qu'on reprochait au nationalisme, c'est-à-dire une logique interclassiste, c'est exactement ce qu'on trouve dans le communautarisme. C'est optique de créer des petites communautés selon la culture. C'est exactement ça, à micro-échelle. Mais dans ces petites communautés, tu as un bourgeois, tu as un prolo, et tu vas avoir un bourgeois qui va faire du paternalisme à un prolo. On s'en fout qu'une personne soit gay, qu'une personne soit blanc ou noir, gay ou hétéro, qu'il soit un homme ou une femme. Si cette personne est un bourgeois ou un prolo, ça compte. Ça, c'est là où est le pouvoir. C'est parmi les gens qui ont du pognon, un réseau, une bonne famille, avec de la bonne naissance, un certain nom, une certaine influence, parce que ces gens-là, ils ont le pognon. Ils sont privilégiés au sens réel du terme. Il y a plein de gens qui peuvent être... il y a un certain nombre de dictateurs africains qui sont devenus des gens privilégiés. On s'en fiche qu'ils soient blacks, qu'ils soient africains. Il y a des gens qui ont fait de la France-Afrique parmi eux. Ce sont des opprimés, ce sont des privilégiés, ce sont des opprimés par rapport à l'ouvrier, un ouvrier blanc hétéro, et tout le bordel. Non, bah, un dictateur africain, je suis désolé, mais c'est un privilégié. Comme un dictateur européen ou américain, ou ce que c'est un privilégié. Euh, le petit paysan, lui, en revanche, je vois pas un privilégié. En fait, j'explique plus encore, je vais expliquer par l'absurde. C'est qui va être l'oppresseur et l'opprimé? On va prendre deux cas extrêmes. On va prendre une personne black, transgenre, non-binaire, tant qu'à faire. Transgenre, non-binaire, comme vous voulez, enfin, végétarienne, homosexuelle. À côté, on va prendre un prolo. Ah oui, oui, c'est une femme trans, voilà, enfin, c'est une femme trans black, homosexuelle, enfin, donc du coup lesbienne, euh, végane et bourgeoise, non binaire, on précise. Et à côté, on a un prolo qui est un mec blanc, hétéro, cisgenre, qui est binaire parce qu'il n'est pas non binaire, hein, et qui aime la viande. Ça va être qui le plus opprimé? Ça va être qui l'oppresseur et ça va être qui l'opprimé? Ça va être qui le méchant oppresseur et qui le méchant opprimé? Ça va être le prolo? Pour moi, ça va être la personne bourgeoise. Et si la personne bourgeoise était un mec blanc, hétéro, cisgenre, tout ce que vous voulez, ça serait aussi un oppresseur. Parce que j'applique le principe de classe sociale. En fait, moi, j'ai une vision qui est celle plutôt classique à gauche, qui est celle de l'universalisme républicain et de l'analyse matérialiste marxiste. En vision en termes de classe. J'analyse en termes de classe, seulement en termes de classe. Ta couleur de peau ne fait pas, pour moi, une valeur morale d'un être humain. La couleur de peau, la sexualité, la religion, tout ce que vous voulez. Je considère que la religion, c'est un truc archaïque. Et que les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Tant qu'ils font chier personne. Mais que ça ne fait pas du tout
pour moi, de valeur morale que l'identité d'une personne. Il faut être cinglé pour faire ça, faire ce genre de hiérarchie au nom d'une lutte contre les hiérarchies. L'intersectionnalité, au lieu de combattre les discriminations, les renforce et en crée de nouvelles. En miroir, c'est l'effet miroir. En voulant en faire des systèmes, en les pensant comme des systèmes, et non comme des cas par cas individuels, on fait une généralisation abusive avec l'intersectionnalité, ce qui nous entraîne dans des petites guéguerres de communautés, d'individus et de communautaires. C'est à la fois une vision qui est propre à un communautarisme réactionnaire, l'intersectionnalité, le risque, et d'un autre côté, de l'individualisme libéral le plus absolu. Et ces gens-là se disent progressistes, et même osent se dire parfois antilibéral ou de gauche radicale. Mais il faut arrêter. En catégorisant de cette façon-là, les individus, vous êtes de droite. En fait, vous êtes identitaire. Vous voulez peut-être lutter contre les trucs identitaires de droite, mais vous faites la même chose. C'est de la folie. C'est de la folie, l'intersectionnalité. On n'avance pas comme ça dans la lutte des classes. Ce qu'il faut, c'est une unité du prolétariat, et donc l'universalisme républicain. Ok? Plutôt que compter vos points d'oppresseurs et d'oppressés. Ça, c'est une attitude qui nous place dans des positions d'alternatives avec des cases, l'intersectionnalité. Il faut amener les gens à s'en sortir de ces cases. Le seul moyen de combattre le racisme, c'est de nier l'existence de la race. Le seul moyen de combattre le sexisme, c'est de dire qu'il y a des sexes différents, hommes et femmes, et qu'il n'y a pas de préjugés à avoir sur le fait qu'une personne serait moralement ou supérieure ou inférieure en raison de son sexe. Ça, c'est voilà, ou de sa couleur de peau, de tout ce que vous voulez, ou de sa sexualité. Qu'est-ce que je me branle de la sexualité de machin qui est dans la rue? Il y a un type ou une meuf qui se balade dans la rue, qui a sa vie sexuelle, ça la regarde, elle. Et je vais pas dire, tiens, c'est un oppresseur, vous avez vu qui cette personne est, ou tiens, sa couleur de peau, c'est celle d'un oppresseur, ou je ne sais quelle connerie. Ou je m'en branle. C'est ce qu'on doit tous faire. C'est se foutre de ces préjugés, là, les fous. Plutôt que vouloir les renforcer au prétexte de lutter contre, il faut envoyer paître ce genre de truc. Donc voilà, il faut éradiquer, façon de parler, la vision intersectionnelle. C'est-à-dire, pas éradiquer les intersectionnels, éradiquer la vision intersectionnelle. La vision intersectionnelle, elle parle souvent de déconstruction. Et bien il faut la déconstruire, cette vision-là. En fait, moi, ce que je propose, c'est de déconstruire la théorie de la déconstruction. Tout ce qui est déconstruction, théorie de la déconstruction et intersectionnalité, je propose que vous le déconstruisiez, que vous le démontiez, ça. Ensuite, on aura une gauche universaliste à l'ancienne. Et là, on pourra faire tous les progrès réels que l'on veut. Éducation, santé gratuite, référendum d'initiative citoyenne, planification de l'économie, avoir des syndicats qui ont vraiment plus leur mot à dire dans l'affaire du monde du travail, mettre en place des coopératives, nationaliser les grands moyens de production. Toutes ces choses-là, voilà, enfin, du progrès. Défendre la laïcité, chose que les intersectionnels ne font malheureusement pas assez. Le meilleur moyen de protéger les droits des homosexuels, c'est de protéger la laïcité, parce que la laïcité, elle empêche les intégristes religieux, quels qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, tout ce que vous voulez, bouddhistes et que sais-je encore, de les emmerder, ces gens-là. Si vous ne défendez pas la laïcité, si vous ne défendez pas la République, vos petites minorités, eh ben, elles pourront se faire persécuter par n'importe quel individu qui est un intégriste religieux. Donc forcément, il faut être logique.
Bon, j'ai critiqué cette forme de gauchisme postmoderniste qui est l'intersectionnalité et son corollaire déconstructiviste. En attendant, je vous souhaite, camarades et citoyens, de bien prendre soin de vous. Vous en aurez besoin pour affronter un avenir de libéralisme communautaire chaotique qui isole les individus qui cherchent à les déconstruire plutôt qu'à faire en sorte qu'ils se construisent. Hein. En attendant, raison, égalité, camarades, nous vaincrons.